OK, donc là, nous relançons avec le deuxième module de ce jour qui est le modèle de valorisation. En introduction, nous allons, comme à l'accoutumée, voir la description qui nous dit simplement qu'il s'agit de présenter le modèle local comparativement au modèle international de valorisation. Ça permet que les gens puissent apprécier, faire une comparaison, bref. Et je ne vais pas être long parce que dans le développement, vous allez vous-même constater et on verra s'il y a des similitudes, s'il y a des différences et ou des points d'achoppement. L'objectif recherché ici, c'est de permettre aux participants à la certification d'apprécier l'intérêt d'adapter les concepts internationaux aux réalités locales. Et c'est ce qu'on s'est dit depuis le début de cette formation. Alors, après ce module, que peut bien faire un investisseur? Après ce module sur les modèles de valorisation, un investisseur peut comprendre que la compétitivité internationale doit s'appuyer sur un financement inclusif qui met en avant les mœurs locales ou locaux, I don't know. Donc, en fait, c'est ça. Il est question pour celui qui a la posture d'investisseur depuis qu'on est en train de faire cette formation que il doit appuyer le financement inclusif sur les mœurs, sur nos mœurs, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Et le porteur d'idées en face doit comprendre que se constituer convenablement et solidement est un facteur clé de succès et gage de la pérennisation. Le fait qu'on s'est bien constitué, ta pas, ne t'occupe pas de moi. Le fait qu'on s'est bien constitué. Donc, ensuite, le porteur d'idées doit aussi prendre acte que la valorisation d'un projet d'entreprise est quasi normale dans la logique des véritables entrepreneurs à succès. On avait parlé du but to sell et je vous ai raconté ce que ça voulait dire. Bâtir pour vendre. Vous pouvez vous amuser à marcher, vous tombez sur des gens qui ont des entreprises qui ont fermé et vous leur proposez de restructurer l'entreprise. Vous pouvez, comme les gens s'amusent à marcher, voir des immeubles en contentieux ou des immeubles abandonnés et les banquiers le font, ils envoient les gens prospecter et on vous propose un plan pour restaurer l'immeuble. Ça se fait. Alors, si un porteur d'idées doit pouvoir comprendre cette place que la valorisation a et qui devait être quasi normale pour les entrepreneurs à succès, donc ceux qui réussissent dans les affaires, l'investisseur qui mérite d'être avec ce type d'entrepreneur, c'est ceux qui ont rompu avec le paradigme de la frustration et qui acceptent de jouer franc jeu dans le sens premier d'un partenariat gagnant-gagnant, pas le win-win des Camerounais, pas le win-win des continentaux. Je vous ai dit, si quelqu'un vous dit win-win, fuyez-le d'abord, vous allez réfléchir après. Et vous viendrez me donner raison plus tard. Et en le faisant, il rompt les habitudes enracinées et qui sont malheureusement totalement erronées. Il faut faire dire ça comme ça là. On a des habitudes enracinées et qui sont totalement erronées. Quand je dis totalement, c'est totalement. Et ça rend d'abord, vous le savez bien, on en a parlé avec le pasteur Ivan Castanou, l'habitude est une seconde nature. Alors pourquoi se contenter de sa seconde nature alors qu'on a une première nature? Donc voilà pour ce qu'il faut avoir comme leçon au sortir de ce module. Alors, au sommaire, on a bien évidemment deux choses. Première chose, la valorisation locale. Deuxième chose, la valorisation financière internationale. Concernant la valorisation locale,
C'est en fait un plaidoyer. C'est un plaidoyer et ce plaidoyer, ce sont les motifs qui nous ont encouragés à créer ce modèle. C'est ça qu'on appelle un plaidoyer. Dans les motifs de ce concept, c'est quoi? C'est une méthodologie, une théorie ou un concept de mise en valeur du potentiel économique de nos entrepreneurs. Le modèle procédera à une vulgarisation pour acquisition des connaissances financières précises dans le domaine de l'investissement et en comparaison aux standards internationaux. Donc, ça veut dire qu'ici, ce qui nous intéresse et qui nous a motivés, c'est que nos entreprises doivent se comporter comme les entreprises d'ailleurs. C'est ça qui nous intéresse en créant ce concept. Et nous voulons, à la limite, vulgariser. C'est pour ça qu'on parle de plaidoyer. Et ce modèle de valorisation locale est une ingénierie préalable à l'entrée dans les marchés financiers et boursiers. Ça, nous l'avons écrit avant la loi du 24 avril 2025 qui autorise les PME à rentrer en bourse. Et ici, on ne doit pas intervenir uniquement comme investisseur, mais on peut aussi intervenir comme un créateur de valeur. Et le créateur de valeur, c'est celui qui a une idée. Donc, regardez tout ce que la nature a donné comme valeur, comme poids à quelqu'un qui a une idée. Et moi, je dis souvent aux gens, la nature ne peut pas vous donner l'idée et l'argent, ce n'est pas possible. Donc, quand vous avez l'idée, préparez-vous à accueillir ceux qui ont l'argent. Quand vous avez l'idée, vous êtes riche. Quand vous avez l'argent, désolé, vous êtes pauvre. Donc, la nature, vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Mes propos tiennent compte de notre environnement, la place que les gens ont mis vis-à-vis de l'argent. L'option d'une certification s'assimile à un plaidoyer pour la réussite des opérations de constitution des entreprises à leur création. Il faut réussir la constitution. Si vous ratez la constitution, c'est fini pour vous. Ou dans le cadre, soit c'est la création, soit c'est dans le cadre d'une restructuration. Et dans le cas de Glomaris, c'est une restructuration. OK. Ça, c'est le motif. Alors, l'historique du concept. Le concept part de quoi? On l'a dit il y a 2 ou 3 jours, bien on l'a dit depuis le début. Il y a eu une vague de levée de fonds foireuse dans le Made in Cameroun. Et nous avons d'ailleurs deux acteurs dans ce groupe, le docteur Adamba et Madame Captier Rosine, qui ont eu à procéder à des opérations foireuses. Pourtant, les deux sont des génies. C'est ça le truc en fait. Les deux sont des génies. Ce sont des gens qui sont en avance sur l'histoire, en avance sur notre environnement. Et c'est que pour vous remercier, on veut seulement vous lapider. C'est ça le truc. Malheureusement, c'est ça. Alors, les leçons qu'on tire de ce que nous avons eu à observer, le CRIFAT, Claudel Nombesi, Fabrice Fernand Fangwa, Agrohot, Flavien Kwacha, Philippe Kwaya, Lieb Limal, voilà, Lieb Limal, ils sont pleins. Il y a cette microfinance, j'oublie les aides. Il y a plein, ils sont pleins. Ils sont pleins. C'était vraiment une vague de levée de fonds. Les gens mettaient l'argent, ferme Bioranzo. Les gens mettaient l'argent, mettaient l'argent. Et puis, pouf, j'ai observé tout ça, hein. Mais pourquoi est-ce que ça ne m'a fait ni chaud ni froid? Pourquoi? Tout ça, on observe. L'argent, c'est quoi? Pourquoi les gens doivent faire comme, je sais pas, une jeune fille qui vient de découvrir certaines choses? Pourquoi? Donc, les effets pervers et leur monétisation. Les effets pervers et la monétisation des effets pervers. Suivez bien, lisez bien ce qu'il y a à l'écran. Parce qu'il faut lire et comprendre. Les effets pervers et la monétisation des effets pervers, qui signifie quoi? L'éducation de la population. Comprenons français, causons français. Les effets pervers et leur monétisation, c'est en fait l'éducation de la population. Donc, comme il y a eu des effets pervers,
Raoult est même mort, c'est pas ça qui l'a tué. Il y a un bonhomme qui faisait les fraises. Il est en prison à Fumban. Il avait pris de l'argent à un haut gradé. On l'a pêché quelque part là-bas au nord et il n'a pas voulu faire recours. Donc il a préféré aller en prison pour 12 ou 15 ans, on ne sait pas trop. Il y a Kamsoulou pour Agorot qui a fait presque un an en Nobel. Il y a le cabinet juge, je crois que le Canada. Oui, oui, au Canada. Juge au Canada. Il est passé par Bamenda là-bas et puis il est sorti, il est parti, il est quitté sur les problèmes. Oui, oui, ça lui dit Dieu. Oui, Tidjo, voilà, il est au Canada. Il y a, je ne sais pas ce que devient Krifat, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Donc, lui, aujourd'hui, il est là, il est là, il est là. Je ne sais pas si c'est ce qui lui est arrivé, ben, il est là. En fait, c'est ça. Donc, c'est en fait, ça contribue à l'éducation de la population et ça crée des antécédents de l'histoire économique du Cameroun. Oui, juste le gars. Hirosh Gegan, Optimum grave. voilà. Ça crée des antécédents de l'histoire économique du Cameroun. Ça veut dire que ce sont des choses nécessaires qui permettent qu'on puisse avancer. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et Mandela avait dit que l'échec, c'est quoi? C'est un apprentissage. Fait jamais. On ne perd jamais. On gagne, soit on apprend. Soit on gagne, soit on apprend. Donc voilà un ensemble de choses qui nous ont poussé à faire ce que nous sommes en train de faire là. Voilà de l'historique. Mais il faut dire que le catalyseur, l'élément clé, c'est une expérience que nous avons eue, que nous appelons un concours de circonstances entre M2B, PCPL et l'expert comptable du cabinet M2B, David Banner, David Daquin. Il se passe que sur une opération, comme nous recrutons les parties prenantes, nous avons recruté Maître Wachou à l'époque où il était en porte-à-feu avec les avocats. C'est un avocat à Yaoundé qui a créé pratiquement son barreau. Il appelait ça le barreau des avocats d'affaires, quoi, quoi, quoi. Et puis le barreau des avocats normal, là, l'a pris en porte-à-feu et puis c'était très chaud. Très, très chaud. Bien évidemment, lui-même, il est un génie, mais incompris. Donc, nous, on lui a confié un dossier pour les protections de tous nos projets. Nous avons signé un partenariat avec lui pour qu'il soit le cabinet. C'est un avocat d'affaires. Mais nous l'avons pris pour les protections intellectuelles et industrielles. Il lui a dit non, tu n'es pas M2B pour les affaires juridiques. Tu es là pour les protections. Et il a pris les soins de quelqu'un, Serge Kwembu. Dans le jour qu'il vient au cabinet pour la réunion, il vient avec un expert en protection industrielle. Et non, on lui fait une avance d'argent, on lui confie un dossier, qui est d'ailleurs PCPL. Et pendant qu'il travaille sur le dossier, nous, au cabinet MDB, on a une idée. Ça, c'est clair. Pendant qu'il travaille, nous sommes en train de préparer PCPL à réceptionner ces 200 à 300 protections à faire. Le gars nous donne un rapport en disant on doit protéger deux choses. Là, alors, je me suis alors retrouvé dans la peau d'un frappeur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné son argent, je crois que c'était 2 millions par là. Et je le prépare que, voilà. Moi, je t'ai dit, j'ai pris un cabinet international, le gars va te faire du propre, hein, donc vraiment. Et tu as vu, il est venu avec Serge. Serge qui est quand même assez capé dans les protections, c'est l'un des gars calés à l'OAPI. Il a dit que non, vraiment, c'est super. Et on dit que la montagne a accouché d'une souris. La montagne a accouché d'une souris. Le gars revient nous dire que le truc là, c'est juste une chose à protéger ou deux choses à protéger. Nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que Yves Thierry et moi, on s'entre-motivait. On a travaillé, travaillé, travaillé. Le gars avait ses raisons, hein. Il avait ses raisons. Je préfère dire ça comme ça, là. Et je l'avais mis en direct avec Yves Thierry en passant. C'est ça le concours de circonstances. Et puis l'opération finit mal, disons ça comme ça, là. On a appris, voilà. Et justement, on a appris, c'est pour ça que lorsqu'il faut faire, nous ayant avancé avec les études, il faut maintenant faire la levée de fonds. Alors, j'ai confié la levée de fonds à l'expert comptable qui a restructuré le cabinet, David Patner. Volontiers, il accepte de faire la levée de fonds. On lui donne une avance. Non, voilà. Yves Thierry dit, attention, voilà. Premièrement, dans un premier jeu, tu m'as envoyé vers quelqu'un en direct, le gars m'a mis dans zolo. Donc, c'est mieux que tu prennes ce contrat et tu sous-traites à l'expert comptable parce que tu t'entends bien avec lui. Il dit, pas de souci.
Donc, le contrat est fait au nom de MDB et MDB a sous-traité à l'expert comptable, David Partner. Mais il se passe que le gars travaille pour des raisons qui étaient suffisamment claires. Il arrête de travailler. Il dit qu'il ne continue plus, si on ne le paye pas, bien évidemment. Je pense que ça, vous avez compris. On lui avait avancé, je crois, peut-être 1 million. Il fallait encore donner 1 million. Et dans le jeu, il devait faire une optimisation. Et il nous avait dit qu'il faut qu'on paye l'optimisation. On a dit que oui, il n'y a pas de problème, on va payer l'optimisation. Sauf que du jour au lendemain, il demande qu'on lui paye 15 millions pour l'optimisation qui n'a pas encore été fait. Mais qui dit que ça va se faire. Et il devient très agressif. Et il dit qu'il arrête de travailler parce qu'on ne paye pas ces 15 millions et en plus, on ne paye pas 1 million qu'on avait promis, tout ça, tout ça. On dit que non, on t'avait dit qu'on n'a pas de visibilité. On va te donner 1 million, il n'y a pas de problème. Mais pour les 15 millions, on ne refuse pas avant. Il dit qu'il n'avance plus. Et je me retrouve donc avec deux casseroles. Le dossier sur la protection intellectuelle qui a foiré. Et voilà encore un levée de fonds qui a foiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? On était en 2020. Voilà comment je me mets en chantier. Et 1 an plus tard, nous organisons la soirée des partenaires, des investisseurs de PCPL. Et pour organiser cette soirée des partenaires, il a fallu donc travailler sur la valo. Fort du livre qu'on vous a partagé et tout à l'heure, je crois que on aura une intervention sur ce livre-là. Donc nous, on a commencé à fouiller, fouiller. Je vous ai dit, à l'époque de STPM, nous, moi, je ne savais pas trop ce que c'est que la valo. C'est vrai que dans l'écosystème, les gens parlaient valo, valo, valo. Même pas valorisation, valo, valo, le petit nom de ça. Tout le monde disait valo. Et tous ces gars qui ont fait lever de fonds, personne ne faisait la valo. C'était une valo. Comme de toute façon, ils avaient l'argent, c'était intelligent. Ça veut dire au Cameroun, quand tu as l'argent, tu es intelligent. Ils faisaient comme ça venait dans leur tête. Ils n'avaient pas le sens des affaires. Ils avaient le bon sens à la camerounaise. Ce qui fait que tout ça, c'était des trucs foireux. C'était des génies, mais comme je dis, ils n'étaient pas entourés d'experts conséquents, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors, dans la foulée, on en arrive donc que il faut faire la valo et faire la levée de fonds de PCPL. Passons. Auteur du concept. Je veux un volontaire pour lire le test, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un volontaire pour lire le test? Je vais lire. Ok, nous t'écoutons. Les co-auteurs aspirent mettre à la disposition de l'écosystème entrepreneurial un nouveau outil d'analyse des dynamiques de création et de restructuration d'entreprises dans nos économies locales. La prise en compte de cet outil pourra, nous l'espérons, apporter un plus aux acteurs divers. Oui, ces Je lis acteurs, ce qui c'est est en bas qui? là. Tu peux lire, oui, lire les acteurs divers. Les acteurs divers, on a les investisseurs, les porteurs d'idées, les États et organismes publics, les incubateurs, les banques, les bailleurs de fonds internationaux, les fonds d'investissement, les business angels, centres de formation professionnelle, les institutions universitaires et grandes écoles, les enseignants, les chercheurs, les consultants, les avocats et les notaires. Ce que nous avons oublié, c'est les greffiers. C'est ce matin que je me suis rappelé ça. Mais la liste, dans tous les cas, n'est pas exhaustive. Donc, en fait, voilà les destinataires de ce modèle de valeur. Voilà les gens que nous voulons sensibiliser pour qu'ils s'approprient ce que c'est que Monsieur la l'ambassadeur. valorisation. Oui, on t'écoute. Oui, j'entends les business angels. Qui sont-ils réellement? En français, c'est ange des affaires. Les business angels, j'ai toujours expliqué ça en disant qu'au Cameroun, il faut les assimiler à ce qu'on appelle les prête-noms. Donc, c'est des gens qui Ok. sont derrière, ils mettent l'argent dans votre business parce que ça leur a parlé, parce qu'ils vous apprécient, parce que. Mais dans notre environnement, ça a été dominé par les prête-noms. Donc, il y a plein d'immeubles d'ailleurs qu'on dit que c'est pour telle dame alors que c'est pour un ministre. Telle entreprise qu'on dit que c'est pour tel monsieur alors que c'est pour un haut cadre. Telle chose qu'on dit que Mhm. c'est pour tel gars alors que c'est pour un haut gradé. C'est ça qu'on appelle les prête-noms. Même Mhm. nos hommes d'affaires, tous nos hommes d'affaires, c'est des prête-noms. Il y a toujours quelqu'un derrière eux. Quelqu'un qui ne peut pas s'afficher derrière eux. Mhm.
Donc, en Occident, on appelle les business angels. Les gens qui ont réussi et puis, quand vous avez un projet, ils viennent, ils mettent de l'argent. Pas gratuitement, bien sûr. Quand vous Mhm. avez besoin de financement, ce n'est pas un financement gratuit. Ça, c'est ça. Donc, vous avez besoin d'argent ou de financement. Il y a des gens qui apportent des ressources pour pouvoir vous permettre d'investir tel que votre plan d'investissement le dit. Et c'est dans eux les business angels. Souvent, c'est des employés, c'est des hommes d'affaires qui ont réussi. C'est des hauts gradés, c'est des fonctionnaires, c'est des très hauts cadres et ainsi de suite. C'est la diaspora, bien évidemment. Ça, les business Mhm. angels. Donc, c'est des gens qui, souvent, ils mettent de l'argent, et donc ils ne réfléchissent pas, en fait, ils ne réfléchissent pas comme les investisseurs. Parce que là, ce D'accord. qu'on est en train de faire, on est en train de vous former à l'investissement pour que vous soyez un investisseur averti. Je pense que c'est assez Mhm. clair dans la fiche de présentation des modules qu'on vous partage chaque matin. Quand vous D'accord. lisez, c'est assez clair qu'à la fin de cette formation, vous devenez un investisseur averti dans notre sens. Mhm. Donc, vous avez quand même un minimum de connaissances en termes d'investissement. Donc, c'est ça les business angels. Est-ce Et qu'ils peuvent se constituer aussi en actionnaire? bien sûr, c'est pour ça que je Ok. dis que ce n'est pas l'argent gratuit. Mhm. Ça veut dire que pour mettre l'argent, ils n'ont pas besoin de que vous justifiez. Vous n'avez même pas de business plan, ils mettent l'argent. Quand il met D'accord. l'argent, il investit sur vous. Parce que vous, c'est la cause que vous faites la salut parle. Ou bien il a de l'argent à cacher ou à blanchir. C'est ça le truc. Ah, ok. C'est ça le business angle. Et ils sont connus, peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un site ou bien est-ce qu'ils sont connus publiquement qui sont angels? Il y a des réseaux mondiaux de business angle, oui. Il y a des sites, si vous tapez sur Google, vous allez tomber sur les business angles. Il y a des sites, il y a des réseaux mondiaux de Mhm. business angle. Même au Cameroun, je connais un réseau de business angle de, comment il s'appelle Ok. encore, William Cheo. Il a 237, qui s'appelle 237 investisseurs, c'est quoi? 237 business angles, je crois que c'est le nom de son association. C'est des gars de Ok. Afriland, du groupe Afriland. Eux, ils investissent dans les startups. Ils étaient assez structurés. Bon, j'ose croire qu'ils se sont bien cassés la figure. Donc, ça, c'est la vague, c'est de la vague des levées de fonds. Eux-mêmes, ils ont mis l'argent dans beaucoup de projets. C'était les cadres de Afriland, de tout le groupe Afriland, et peut-être des gens un peu dehors qui mettaient l'argent. Avec leur argent, hein, c'est pas l'argent de la banque, leur truc propre. Et puis, en fait, ils voulaient imiter leur boss. Ils voyaient un peu ce qui se passait et eux aussi, ils cotisaient un peu d'argent pour mettre dans les projets. Ils en ont fait 237 business angles. Le président, c'est William Cheo, c'est un ami. Il était à la SA Assurance, maintenant, je crois qu'il est à Royal Assurance. Donc, ça existe. Ok, merci. Donc, le but de ce concept innovant est de contribuer à la création des mythes positifs favorables au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Retenez le mot mythe positif, parce qu'il y a des mythes négatifs. Il y a des mythes, si vous voulez, comme ce que nous on appelle le mythe de la tontine, comme le mythe des terrains, comme le mythe de Mami Wata. Ça, c'est des mythes. Et comme les mythes que vous connaissez dans l'histoire, dans la littérature. Dans les théories développées, qui sont essentiellement les principes et les mécanismes, voilà les deux éléments clés de tout ce modèle. Dans cette technique, cette théorie qu'on a développée, elles tendent d'y arriver à travers un partage de connaissances acquises. Dans ces connaissances-là, Denis Zuko et moi, nous les avons acquis pendant 35 ans pour moi et 37 ans pour Denis. Lui, il avait peut-être ses 12 ans, je ne sais plus, en 88. Et il dit qu'il avait ouvert une boutique où il vendait quoi, je ne sais. Moi, j'aimais 90 parce qu'en 90, j'avais 14 ans et j'étais président d'un club de foot. Dans mon club de foot, c'était un an avant les villes mortes. Dans mon club de foot, je faisais la classe de quatrième. Dans mon club de foot, j'avais des joueurs qui étaient mes aînés. J'avais payé les licences des 11 joueurs à 700 francs CFA. Donc, et dans la foulée, bon, on est parti d'expérience en expérience qu'aujourd'hui, j'aime souvent le dire, j'ai lu comment se faire les amis, je pense que c'est en 1991. Donc, ça fait quoi? Ça fait 34 ans que j'ai lu comment se faire des amis. Imaginez-vous qu'il y a des papas de 60 ans, pour ne pas dire
de cas où des jeunes de 25 30 ans qui ne connaissent même pas que comment se faire les amis existent. Pour moi, j'ai dit c'est compliqué. Ma fille m'a demandé hier de lui envoyer ça. Je lui ai envoyé ça dans son WhatsApp. Ma fille, elle fait première de 16 ans. Je lui ai envoyé, elle m'a demandé comment se faire les amis et père riche, père pauvre. Je lui ai envoyé ça en audio, en vidéo, en PDF, tout, tout, tout. J'ai lu comment se faire les amis il y a 34 ans. Donc, vous ne pouvez pas savoir quand quelqu'un n'a pas lu ce livre-là. Je me dis, mince, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Dieu fait ça? Dans les Carnegie. De Dale Carnegie. OK. Donc, on avance. OK. Quelles sont les particularités de ce modèle? On va se prêter à un jeu, le jeu d'une vidéo, qu'on va écouter tous ensemble. J'ai l'impression que... C'est bien. Hmm? Non, non, je t'ai envoyé le PowerPoint. Excusez-moi. C'est ça, c'est ce que j'ai. Non, 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 c'est pas ça. Je vais faire ça dans le Non, non, tu n'as pas téléchargé le PowerPoint que je t'ai envoyé.
effectivement, il y a des similitudes au niveau des mécanismes, mais que les valeurs soient inférieures ou supérieures, c'est pas automatique. Parce que ce qui est déjà sûr, c'est que chaque méthode permet d'obtenir un résultat différent. Que ce soit dans la valeur, que ce soit dans la méthodologie internationale, la technique utilisée, soit les comparables, soit le business plan, soit le patrimoine, les valeurs sont différentes. Donc ça va de soi. Maintenant, que ce soit la méthode internationale ou la méthode locale, les valeurs seront encore différentes. Donc en fait, c'est ça. Donc, mais voilà, c'est pas forcément inférieur ou supérieur. Oui, c'est presque la même chose que j'étais en train de dire. Je voulais par là dire que comme nous n'avons pas l'habitude de faire des vraies déclarations, nous ne payons pas les impôts comme il faut, forcément. Avec nos valeurs locales, on prend toujours nos valeurs minorées, quoi. Ce qui joue aussi sur les primes d'émission par rapport aux valeurs internationales où on déclare quand même. C'est pour ça qu'on n'utilise pas, la méthode. Exact. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la méthode standard, quoi. Merci Arnaud. C'est pour ça que nous ne pouvons pas utiliser la méthode standard. Si on utilise la méthode standard, il y aura des frustrations. Et vous vous souvenez, c'est dans l'un de nos principes. Il faut un paramètre anti-frustration. Et c'est ce paramètre-là qui permet qu'il y ait un alliage entre l'international et la locale. Parce qu'effectivement, en termes de comparaison, justement, pas de comparable, en termes de comparaison, pour un Américain, par exemple, qui va investir au Cameroun, quand il va voir une entreprise, quand il va comprendre l'entreprise, il fera facilement une similitude il fera une transposition avec une autre entreprise américaine. Il faudrait qu'il se retrouve. Et quand il se retrouve, si maintenant nous ici, on ne donne pas une valeur qui est proche de celle qu'il imagine par rapport à une entreprise aux États-Unis, c'est là où va se créer la frustration. Nous, on va accepter et après, on sera frustré. Maintenant, eux, comme on est à 70 ans après les indépendances, les gens sont habitués. On a eu pas mal de procès avec ces tabacs. On a eu plein d'investisseurs qui sont venus localement et qui sont cassés la figure. Du coup, les gars vont se rappeler que non, le Camerounais dit oui comme ça, après il va dire non. C'est donc ça, pour contourner cet effet de frustration et pour continuer sur le fait que nous ne pouvons pas avoir des informations fiables localement, nous mettons donc en place une méthode qui permet quand même de concilier l'international et la nationale. Donc voilà un peu ce que je dis, ou bien ce que nous disons. Ok, donc ceci dit, je pense que nous allons couper le micro de Patricia. Elle veut toujours couper son micro. Je suis là, je vous écoute. Sauf qu'il faut couper ton micro quand tu ne parles pas. D'accord. Oui. Donc, je disais qu'il y a dans cette combinaison des deux méthodes. Non, il y a cette méthode locale qui peut permettre d'allier la disparité qu'il y a entre l'international et la locale. Donc, maintenant, supposons qu'on a évacué cette petite exposé ou ce distinguo entre les deux méthodes. On a découvert les deux méthodologies. Donc, ce que je voulais, là où je voulais attirer l'attention, ou là où je voulais qu'on fasse un focus, Franck est beaucoup revenu sur des situations qu'on vit actuellement au Cameroun. Je ne sais pas si dans d'autres pays en Afrique c'est la même chose, mais au Cameroun on vit des situations. J'ai fait quelques partages dans les groupes où Patriciane est, en l'occurrence dans FACOP A1, je crois. Dans FACOP A1 2016, je ne sais plus trop. J'ai fait des partages où il y a des entrepreneurs qui lèvent les fonds et que ça se passe mal. Il y en a qui fuient le Cameroun pour le Canada, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Il y a pas mal de que nous connaissons, il y a pas mal de dossiers que nous gérons au tribunal. C'est pour dire qu'effectivement, et Franck l'a bien soulevé, ce que nous faisons vous épargne tous ces désagréments parce qu'il faut dire que la levée de fonds n'est pas tabou. Il y a toujours eu levée de fonds. Et bon, je n'ai peut-être pas partagé cette fois-ci certains faits avec vous. Sur le site internet des Brasseries du Cameroun, il a indiqué que les frères Brutiles, c'était des Français, je pense bien des Bretons, ont fait une levée de fonds pour les Brasseries du Cameroun en 1948. Ils étaient assis sur leur véranda. Et tenez-vous tranquille, c'était en 1948, ils ont eu 88 souscripteurs. Ça, c'est sur le site internet des Brasseries du Cameroun, dans historique. Ils disent bien que les Brasseries du Cameroun ont été créées par deux frères
qui étaient sur la véranda à Douala Bonaparte, je pense bien, et ils ont créé Bastille de Cameroun en conseillant 88 personnes qui ont accepté de mettre leur argent ensemble. C'était en 1948, imaginez. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes juste en train de, je dis quoi, officialiser, ou je ne sais pas trop quel mot, en train de vulgariser, voilà, nous sommes en train de vulgariser des pratiques qui sont très vieilles. À part ça, normalement, quand on crée une boîte, on peut voir son notaire, son avocat, son banquier, et on lui dit, est-ce que tu ne connaîtrais pas des gens qui peuvent accepter de mettre de l'argent? Et puis, ils mettent de l'argent et voilà comment la société est créée. Comme pour dire, ce que nous faisons, c'est ce qui se fait toujours, au-delà des brassiers du Cameroun, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais nous vulgarisons parce qu'on permet d'atteindre, peut-être pas 100, mais on permet d'atteindre un nombre conséquent. Donc, c'est comme je l'ai dit peut-être à un moment, c'est que pour Robin Africa, je pense qu'on va être à moins de 10 associés qu'il faut trouver, nouveaux associés à trouver. Pour ne pas dire 3 ou 4, pas beaucoup. Mais pour le Griadin, on va dépasser 50. Donc, c'est pour dire que c'est des pratiques. Maintenant, nous devons utiliser des méthodes qui permettent que d'ailleurs on puisse dupliquer. C'est tout ça l'intérêt de ce qu'on est en train de faire maintenant. Si quelqu'un d'autre a un ou deux commentaires, et puis on va avancer, ou bien on va boucler. Non, pour moi, c'est OK, hein. On peut continuer.
c'est que ça va, c'est que l'ordinateur est en train de lâcher. Bon, ok, je continue. Donc, valorisation internationale. Nous avons dans la note de restitution qu'on va peut-être... ouvre ton micro. Oui, bien évidemment, je dois faire la restitution sur le document qui a été partagé dans le groupe et je prie à ce que vous puissiez être vraiment attentifs parce que ce document a un contenu très, très important. Et en quelques minutes, on va faire la restitution de ce document qui résume cette formation en valo. Alors, le document porte sur l'ouverture du capital. Non, l'ouverture du capital des PME. Et il a été envisagé, ce document a été mis sur pied par DFCG, donc l'Association des professionnels en finance et gestion, fondée en 1964, donc, qui est devenue sous le nom ANCG, oui, c'est ça? Donc, qui est devenu par la suite DFCG. Et l'objectif étant de favoriser les échanges et expériences, et des formations également, des publications et des événements pour ses membres cherchant à renforcer leurs compétences. Alors, c'est donc qu'ils ont mis à jour cette documentation et portant sur l'ouverture du capital des PME. Alors, c'est quoi donc selon ce document l'importance de l'ouverture du capital des PME? C'est que cette opération leur permet d'augmenter leurs fonds propres, d'accéder à des ressources financières et bénéficier de l'accompagnement stratégique des partenaires financiers. Pour ce qui est des stratégies d'ouverture du capital pour les PME, selon bien évidemment ce document, nous avons le premier point qui est l'objectif de l'investissement, dont les PME peuvent rechercher des investissements pour créer, développer ou restructurer leurs activités. Donc, chaque objectif nécessite une approche différente et une stratégie adaptée. Alors, nous avons également le choix des investisseurs. Les PME doivent évaluer leurs besoins stratégiques et sélectionner les investisseurs qui peuvent offrir non seulement des capitaux, mais également des conseils et un réseau d'expertise. Et un autre point... OK. Un instant, hein, s'il vous plaît. OK, c'est bon? OK. Donc, je disais tantôt, un autre point que ressort ce document, c'est la préparation de l'augmentation du capital. Et à ce niveau, il y a la rédaction d'un business plan structuré qui pourra ressortir l'executive summary, donc un résumé concis du projet pour capter l'intérêt des investisseurs, la préparation de l'équipe et de l'entreprise. Donc, il s'agit de mettre en avant les compétences clés et l'historique de l'entreprise, les opportunités du marché et stratégie, donc l'analyse approfondie du marché cible, de la stratégie et de croissance envisagée. Un autre point également, c'est le montage financier. Et il s'agit là des méthodes de valorisation. Donc, plusieurs approches existent pour déterminer le prix des parts lors de l'ouverture du capital, comme les méthodes basées sur les comparables ou les revenus futurs. Le pacte d'actionnaires dont Triple Base Mentor parlait hier, dans ce document régule les relations entre les actionnaires, définissant les droits et obligations de chacun et assurant une certaine stabilité dans la gouvernance de l'entreprise. On a également dans ce document donc, la phase après l'augmentation du capital. Qu'est-ce qui se passe donc?
Ce qui se passera, c'est la gestion des relations avec les fournisseurs. Entre autres, l'importance d'un bon reporting. Donc, il s'agira de fournir régulièrement des informations financières précises et transparentes, qui est un élément crucial pour maintenir la confiance des investisseurs. La communication proactive aussi, qui va établir une relation de confiance basée sur la transparence et la coopération et pour une collaboration fructueuse. La sortie des actionnaires est également envisagée, peut-être en dernier point, dans le document. Et les types de sorties envisagées des actionnaires sont, entre autres, la sortie industrielle, qui est la vente à un groupe industriel cherchant à acquérir des compétences ou des parts de marché. Le fonds d'investissement, qui est le rachat des fonds par... donc, qui est le rachat par un fonds, je veux dire, qui est le rachat par un fonds, souvent par le biais de ce qu'ils vont appeler LBO, dans Leverage Buyout. On a également l'introduction en bourse, qui est la dernière possibilité de sortie des actionnaires. Donc, cela offre une visibilité accrue et une caisse de liquidité, mais avec des exigences réglementaires élevées. On aura aussi un autre type de sortie qui est l'importance du timing. Donc, il y a une bonne planification et une exécution rigoureuse des étapes de sortie et qui sont essentielles pour maximiser la valeur de l'entreprise. Et je vais dire en conclusion, il est donc crucial, l'ouverture du capital est cruciale. Donc, selon ce document, on apprend que le processus d'ouverture du capital est un moment charnière pour les PME, leur permettant de se développer et de s'adapter à de nouveaux défis. Et dans ce processus, le rôle central du directeur financier est de piloter le processus d'ouverture de capital en s'assurant que l'entreprise reste alignée à ses objectifs stratégiques tout au long de cette transition. Donc, voilà en bref ce que nous présente le document que Triple Best Mentor nous a envoyé dans le groupe. OK, je pense que c'est ça la restitution. Merci. OK, merci au coach Sathieu pour cette brillante restitution. Donc, mon écran est partagé, n'est-ce pas? Oui, il est partagé. OK, parfait. Donc, après cette restitution, nous allons donc passer au prochain point on aura le temps de poser les questions. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, il pose. Et dans le groupe WhatsApp et tout. Donc, on va procéder à une certaine présentation générale de ce modèle de valorisation, le modèle international. Donc, ça, ce sont des propos du directeur général de M2B Conseil, Franck Guifo. Vous pourrez lire ça en détail dans le groupe ou dans le fichier qui a été partagé. Le financement d'une entreprise pour sa compétitivité internationale est une problématique qui requiert en temps opportun un préalable de valorisation. La valorisation est rendue nécessaire par l'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires en vue d'une fusion, d'une acquisition, d'une cession ou d'une entrée en bourse. Il y a bien plus, évidemment. Il est important d'approximer au mieux la réalité économique via la détermination d'un prix de marché de la part de l'entreprise afin d'intéresser les personnes désireuses. C'est donc ces personnes désireuses qui sont ce que nous appelons les parties prenantes, parce qu'ils doivent être intéressés par l'entreprise. Et comme on l'a dit, leur intérêt dépend des ressources qu'ils ont, ou bien que ces personnes-là ont. Donc, désireuses, les personnes désireuses de rejoindre la barque fort du gage d'un futur glorieux. Donc, retenez dès aujourd'hui qu'un investisseur n'est pas intéressé par le passé de l'entreprise. Ce qui l'intéresse, c'est le futur. Pour preuve,
Une entreprise qui se porte très mal est une entreprise qui peut être vendue au prix d'or. Vous devez le savoir. Parce qu'une entreprise se porte mal, généralement, c'est sur le plan financier. Et si vous avez une dette, si vous avez une créance dehors de 2 milliards et vous avez une dette de 50 millions que vous n'arrivez pas à payer, notre environnement suppose que vous êtes défaillant. Alors que comptablement, sur le plan de la DSF, sur le plan d'une entreprise, vous n'avez pas de problème financier. Parce que vos avoirs en termes d'argent sont supérieurs à celui qui déclare que vous êtes défaillant parce que vous n'avez pas payé votre dette. Et dans notre environnement, on a ça l'habitude de prendre pour des parias les gens qui ne payent pas leur dette. Et je vous ai dit, quand vous ne payez pas votre dette, vous enrichissez votre débiteur. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas payer ses dettes. Votre débiteur, l'argent, là, qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut bien aller d'abord prendre un crédit, ce qu'il veut faire avec l'argent. Il faut qu'on soit d'accord. Et c'est parce que la chaîne se rompt que souvent il y a, et je ne veux pas dire la crise économique, que souvent il y a problème. Il y a une petite vidéo que j'aurais bien aimé projeter, mais là, les conditions ne permettent pas qu'on la projette. Comment un bonhomme vient trouver deux de ses amis et il remet un billet de 1000 francs à l'un d'eux pour rembourser sa dette de 2000. Celui qui reçoit le billet de 1000 francs donne directement à son ami avec qui il était quand le troisième est venu. Il dit, je te dois 2000, voilà, je t'avance aussi 1000 francs. Celui qui reçoit 1000 francs remet à celui qui les a rejoints que j'avais tes 2000, voilà 1000 francs. Il manque 1000 francs. Le bonhomme qui est venu avec le billet de 1000 francs remet encore à son ami qu'il a retrouvé que comme il te devait 2000, voilà encore 1000 francs, donc je ne te dois plus rien. Celui qui était déjà avec son camarade reçoit les 1000 francs, il remet à son camarade que je te devais 2000, tu vois, je ne te dois plus rien. Et ce troisième remet encore au premier qui est venu avec le billet de 1000 francs, que voilà, 1000 francs, je ne te dois plus rien. Vous voyez que voilà une chaîne, à cause d'un billet de 1000 francs, que le gars a même pris quelque part. À l'époque, dans le groupe WhatsApp, il y avait une image qui circulait d'un Européen qui vient dans un hôtel. Il donne 15 000 francs, il remet 15 000 francs à la réception. Mais il dit qu'attendez, je monte voir si les chambres vont me plaire. Pendant qu'il monte voir si les chambres vont le plaire, il visite les chambres. Le réceptionniste est parti payer sa dette au boutiquier. Le boutiquier a payé à la bordelle. La bordelle est venue payer la chambre où elle vient souvent avec les gars au réceptionniste. Et quand l'Européen redescend pour dire vraiment les chambres ne me plaisent pas, il récupère ses 15 000 et il s'en va. Et dans le village, personne n'est plus endetté. Vous comprenez? Donc souvent, on s'entretue pour rien. C'est une affaire, c'est comme la règle de courtoisie dans le permis de conduire. Quand on est coincé, il faut juste que quelqu'un baisse la garde, que quelqu'un, on appelle ça le céder passage. Quand tout le monde a la priorité à droite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un de courtois. C'est l'une des trois règles du permis de la conduite. Il faut que quelqu'un de courtois dise à quelqu'un, pour quelqu'un qui est à sa gauche, passe avant moi. Parce qu'étant à droite, c'est lui qui doit passer. Donc voilà, souvent on s'entretue pour des choses bêtes. Celui qui vous traîne au commissariat pour un montant d'argent, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Pas dit. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ce n'est pas le donner au directeur de l'école pour la pension de l'enfant. Mais si le directeur de l'école est votre ami, vous dites au directeur de l'école, laisse l'enfant fréquenter. Mais les gars en arrivent à un point où quand tu dis laisse l'enfant fréquenter, dit non, je ne veux pas. Il y en a qui vous demandent de rembourser le même billet d'argent avec le même numéro que vous avez donné. Ça, on a vu. Si vous n'avez pas vu, moi, j'en ai vu. Moi, j'ai ma cousine, l'une des plus riches, entre guillemets, de ma famille. Je me souviens dans les années 96 ou 97, quand on était plus jeunes, on faisait la tontine de la famille. Le jour qu'il fallait rembourser tout le monde, je vous jure, elle est partie, elle a ramené les mêmes billets. Donc, elle avait pris l'argent, elle les gardé. Elle est revenue avec elle nous a dit que c'est le même billet que vous m'avez donné. Et elle était fière. Qu'on lui a donné, je ne sais pas, peut-être 1 million, chacun à côté de 30 000, 50 000, tout ça. On lui a donné 1 million de garder. Elle est partie mettre ça quelque part, thésauriser. Et le jour qu'il faut clôturer, elle revient avec. Mais ça, c'est. Puisqu'elle a pris, elle n'en a rien fait. Voilà le degré de perversité qu'on atteint. Et il y a une anecdote que j'ai racontée à Tribi. Bon, je ne vais pas arriver là-dessus. Donc, voilà en fait ce que le directeur général du cabinet dit, que
il faut aller vers les personnes désireuses qui sont intéressées de rejoindre la barque pour un avenir glorieux. Donc, ainsi, que ce soit pour des fins spéculatives, un désir d'avoir l'entreprise en portefeuille ou même d'y exercer un contrôle. Les investisseurs sont toujours la cible. Vous devez retenir ça. Les investisseurs sont toujours la cible de l'évaluation. On évalue ou on valorise, non, sont la cible de l'évaluation, un exercice qui va au-delà des contraintes comptables internes. Donc, quand on fait la valorisation, c'est un exercice qui va au-delà. C'est un exercice, comme on dit en comptable, c'est extra comptable. Retenez, c'est extra comptable. Il faut bien noter ça. OK. Donc, le prochain point, c'est la description générale de ce que le code Sathieu vient de faire. Mais nous allons écouter ensemble cette vidéo. Je l'ai calibrée. Je vais peut-être laisser le partage d'écran. Bon, oui. Et puis, vous allez écouter ce qui va passer. Est-ce que vous pouvez écouter? Les entrepreneurs camerounais en particulier, quand on veut lever les fonds, c'est arbitraire. Tu lèves un matin, tu te veux lever les fonds sans savoir effectivement. Est-ce que c'est audible? Ça dit quelque chose. Tu as parlé du choix de. Non, on ne suit pas. Pour le volume. Bon, les conditions techniques ne vont pas permettre qu'on puisse écouter ça. Le lien sera mis dans le groupe, tout simplement. Ok, ambassadeur. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Le lien sera mis dans le groupe. Coupe ton micro. Ok, donc, je pense que c'est peut-être le dernier point, non? Ah, j'ai coupé le partage d'écran. Mis dans le groupe. Là, vous pourrez la suivre sur YouTube directement. Oui, je vais repartager mon écran pour que on puisse apprécier la fin de ce que nous sommes en train de faire. Oui, après cet extrait vidéo, ça revient globalement sur ce que le code Sathieu a dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses savantes qui sont dites dans cet extrait-là, comme la méthode, les DCF, les comparables. Il explique ça très bien. Donc, pour finir avec les modèles de valeur, la valorisation internationale, nous avons donc ce cas pratique qui a déjà été partagé en quelque sorte tout à l'heure dans le cas pratique. C'est dans le cas de la société Fisco.
où nous avons fait une valeur internationale qui a été certifiée. Et la différence, l'ajout, c'est que là, on vous met un peu le plan du rapport de valorisation où on peut identifier le contexte de l'étude, la présentation générale, la présentation de l'entreprise, l'évaluation des fiches en cours et les travaux d'ouverture. Travaux d'ouverture et pour finir, les limitations. Donc, dans l'évaluation, par exemple, on a l'opportunité et les ambitions, puis nous avons le coût du projet, les projections financières, la valeur d'entreprise et le prix d'émission, la valeur d'entreprise par une méthode que moi-même je ne peux pas lire, et enfin le résumé graphique. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous avions prévu pour cette méthode de valorisation internationale. Sur ce, nous avons fini pour les sessions de ce jour, parlant des cas pratiques et des modèles de valorisation. Je remets la parole au Col Sathieu pour superviser la fin de la journée. Merci. Oui, bravo au Triple Best Mentor, bravo à vous tous. Oui, envoyez les cœurs, je veux les cœurs dans le groupe. Oui, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ok, il y en a tellement. Ok. Donc, vraiment, malgré les contraintes, nous avons pu tenir avec brio cette journée. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des questions, vous avez des interventions? Dans ce cas, vous levez tout simplement la main et la parole vous sera donnée. Oui, coach. Oui, Papa Jean Tchakwamo, ok. Tu as la parole. Oui, merci, coach. Je remercie davantage monsieur l'ambassadeur pour toute cette présentation très brillante. La pédagogie y est, parce que quand moi j'étais inspecteur, je restais derrière pour voir comment mon enseignant enseigne, et à la fin, je l'apprécie, je lui donne une note. Et si je fais à peu près la même chose ici, sans bien sûr être son inspecteur, monsieur l'ambassadeur mérite 21 sur 20. Wow. Ah oui, ça c'est réel, c'est réel. Alors, la petite question que je voudrais poser, ça concerne la levée du fonds. Je voudrais savoir, pour une entreprise, quelle est la personne qui peut initier ou organiser une levée de fonds? Parce que là, nous avons des acteurs dans l'entreprise. Oui, pour initier la levée de fonds, parce que c'est deux questions différentes. Pour initier la levée de fonds, c'est l'Assemblée générale. Attention, c'est l'Assemblée générale qui initie la levée de fonds. Donc, il faut un PV d'un procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire qui autorise le directeur général ou le PCA de la société ou le gérant à procéder à une levée de fonds. Ça, c'est pour la forme. Parce qu'à défaut, ça devient un risque juridique. Dans la mesure où, si le directeur général lève les fonds, les actionnaires, puisque l'Assemblée générale, ce sont les actionnaires peuvent s'y opposer après. Il peut lever les fonds, on utilise, et quand vous voulez rembourser, et quand il faut rembourser, on dit qu'on ne vous reconnaît pas. Parce que vous n'avez pas, ça c'est très important, c'est le droit. Parce que la personne qui vous a, la personne qui a procédé à la levée de fonds n'avait pas qualité pour procéder à la levée de fonds. Donc c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui autorise les levées de fonds. C'est un document que vous devez avoir. Maintenant, le deuxième volet, c'était quoi? J'ai oublié. Deuxième volet. Organisé. Oui, deuxième volet. C'était organisé. OK, donc qui organise la levée de fonds? C'est organisé sous la supervision du PCA et c'est géré par le directeur général. Bien évidemment, qui se fait appuyer par les conseils.
Ça peut être l'avocat, ça peut être le fiscaliste, ça peut être le consultant, ça peut être l'expert comptable, ça peut être un facilitateur. Il y a des leveurs de fonds, des facilitateurs financiers. Donc, ça dépend. Nous, par exemple, nous en faisons un métier. Chez nous, c'est un métier qu'on est en train de développer même d'une certaine façon. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous avons eu à faire des tonnes de levées de fonds auprès des banques et on n'a jamais accepté d'être payé. Et vous savez que tous nos cabinets vivent derrière. Il y a plein de gars dehors qui passent leur temps à faire que la banque vous donne l'argent et vous payez 10%. Nous, ça ne nous intéresse pas. On a fait financer plein de projets par les banques locales. Le paiement ne nous intéresse pas. Donc, qui peut organiser? Il y a plein de gens dehors qui organisent les levées de fonds. Et ils se font payer. Au Cameroun, c'est quoi? Moins de choses, c'est 10%. Comme quand vous gagnez un marché, le chauffeur du ministre vous demande 10% pour que vous voyez le ministre. La secrétaire vous demande 10% quand vous avez obtenu le rendez-vous, vous êtes au cabinet du ministre. Lui, quand vous avez gagné le marché, pour vous remettre une copie du contrat, vous demande 10%. Yaoundé, tout le monde vous demande 10%. Donc, pour gagner un marché de 100 millions, vous allez dépenser même 500 millions. Donc, les Camerounais aiment le mot 10%, comme s'ils étaient le seul dans une chaîne, dans la chaîne de valeur, quoi. Oui, deuxième question. Je voudrais toujours poser notre question à mon ambassadeur. Nous sommes dans les marketing de réseau, ça envahit l'Afrique. Quand est-ce que nous pouvons mettre aussi notre système africain, camerounais peut-être, parce que là, c'est ce que vous nous présentez aujourd'hui, c'est un départ dans l'économie, dans le développement, dans le, je peux dire, booster le Cameroun vers un développement supérieur. Alors, est-ce que vous pouvez également réfléchir dans le même contexte que la vente de médicaments par réseaux sociaux, par marketing de réseau, avec les produits africains, tels que les produits que nous aurons à travers Glomari? Comment ça va se passer? Peut-être c'est une réflexion à tête reposée. Non, c'est une solution que nous avons déjà. Ah. Nous le faisons depuis des années. Parce que le marketing de réseau, dans la forme que vous voyez là, j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire bon sens, mais laissons le mot bon sens. Ce sont des franchises. C'est ça qu'on n'explique pas aux commerciaux qu'on dit indépendants riches. On vous explique que c'est une franchise. Et les franchises, vous connaissez Sorepco, vous connaissez Soksuba, vous connaissez Ketch. Toutes les marques de motos sont des franchises. Ce sont des motos chinois. Ce n'est pas les Camerounais qui ont inventé ces marques de motos. Ils sont seulement représentants des fabricants. Donc, de toute l'histoire de Yamaha, quand on vendait Yamaha, Camille Toyota, c'est une représentation. Tout ce qu'on vend au Cameroun et qui est exporté, c'est une représentation. Donc, le marketing de réseau n'est que normal, ça a toujours existé. Toutes les multinationales, là, c'est le marketing de réseau. Parce que quand vous faites les multinationales, vous représentez une société mère qui est en Suisse, quand c'est Nestlé, qui est en Hollande, quand c'est, je ne sais pas trop quelle boîte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le réseau. Généralement, sur le site Internet des grosses entreprises, il y a un lien où on vous dit, si vous voulez devenir partenaire, cliquez ici. Quand vous cliquez, on vous donne une zone géographique et on vous donne les conditions pour acheter en gros. C'est ce que tous nos commerçants à 100% font. Ça, c'est le marketing de réseau. C'est un réseau, si vous voulez. Oui. Donc, ce que vous dites là maintenant, si on veut avoir le réseau sur la forme que vous dites, il faut déjà produire. C'est pour ça que le marketing de réseau ne m'intéresse pas. Derrière ce marketing de réseau, il y a des systèmes de production violemment violents. J'ai devant moi que le code Saturn. Demandez-lui combien de comprimés, cette boîte c'est quoi, 16 comprimés, c'est 60 comprimés. On produit ça comment? La machine qui produit combien de comprimés par heure? Tu n'as aucune idée. Voilà. Il ne connaît pas le nombre de boîtes qu'on vend par jour ou par seconde dans le monde de ce produit que lui vend. Intéressez-vous à ça, vos cheveux vont blanchir. Ça, c'est clair. Vous ne croyez pas que c'est quand ils commandent qu'on peut emballer, on fabrique le composant, on emballe et puis on met dans la boîte, on lui donne. Non. C'est une logistique que vous ne pouvez même pas soupçonner. Il y a un monde fou qui travaille avant que vous ne voyez, avant que vous n'interveniez. On vous miroite. Vous croyez que ces choses-là, je n'ai pas fait ça, donc je ne connais même pas le prix. Un produit qu'on vend ici à 4 000, je ne sais pas.
Et quand on vous dit que tu es le upline, vraiment, excusez-moi les mots, tu es le upline, tu vends à ton filleul, tu vas gagner 1000 francs, machin, on vous miroite, vous gagnez pratiquement 50% de marge sur un produit, vous êtes content. Un produit, il y a le Alpha Spin qui coûte peut-être 200, 300 000. Peut-être que quand tu vends, tu as 50, 100 000. L'autre a sorti deux. J'ai dit n'importe quoi. Quand tu as 200 000 sur un produit, un Alpha Spin, j'ai dit n'importe quoi. Et toi qui lui a vendu, tu gagnes 50 000. Vous savez combien de Alpha Spin sont produits par seconde? Ça veut dire que quand vous vendez un Alpha Spin, vous gagnez 50 000. Le gars qui produit n'a pas gagné 50 000. Non, vous gagnez 50 000 fois 50 Alpha Spin que finalement vous avez vendu en un an. Ça vous donne peut-être 2,5 millions. Vous êtes riche au Cameroun. Mais les gars, le gars qui produit ça, il vend par jour 5000 Alpha Spin. Sur chaque Alpha Spin, il n'a que 1000 francs. J'ai vu par jour, même jour modèle, il me dit par heure. Donc, pendant que vous gagnez 2,5 millions sur 50 pièces en un an, le gars gagne 25 milliards. Sur peut-être 2,5 millions pièces en un an. Vous voulez qu'il y ait match ouf? Dites-moi. Vous voulez qu'il y ait match ouf? On a eu un débat dans FACOP A16 où tu intervenais, où le code Cameroun ne faisait que dire que non, laissez rouler, il aime raconter les choses. Quand je lui dis que le marketing de réseau, c'est la franchise, mais que c'est différent. Où est la différence entre le marketing de réseau et la franchise? C'est la même chose. Donc, retenez que le marketing de réseau, c'est le modèle d'expansion de business. Le marketing de réseau, c'est le modèle. Nous, on a un débat, il y a le masterclass. Le code ça, tu peux vous envoyer inbox. Le masterclass sur le... Ce jour-là, il y a peut-être partisan qui a demandé le lien. Le masterclass sur la franchise. Nous, on a fait un masterclass dessus où on explique bien les modèles de franchise. Et on dit toujours, on ne duplique pas ce qui n'a pas réussi. Les Camerounais veulent aller à l'international alors qu'ils n'ont pas encore réussi à local. On ne duplique quelque chose que lorsque ça a réussi. Vous avez plein de gars qui courent, ils partent ouvrir des entreprises dans d'autres pays alors que sur le plan local, ils n'ont même pas de modèle économique pour commencer. Donc, si ça peut vous réjouir, le marketing de réseau, c'est l'unique forme de vente de toutes les entreprises que nous créons. Je préfère dire ça comme ça là. Sauf que cette forme de vente, il faut bien y arriver. Le chemin est long, ça peut durer même 25 ans avant de mettre en place un marketing de réseau. L'avantage de votre question, c'est que vous la posez aujourd'hui. Je n'ai pas attendu votre question pour commencer les réflexions dessus, ni développer un certain nombre de choses dessus. Une façon de vous dire que le marketing de réseau, nous le faisons. Merci. OK. Merci, ambassadeur. Merci, coach. OK. Quelqu'un d'autre a une autre question ou une autre intervention? Bon, s'il n'y a pas de questions ou d'intervention, certainement on va devoir boucler la journée en remerciant une fois de plus Triple Best Mentor et sans cesser de vous remercier pour le temps que vous avez consacré à ce programme de formation depuis le début. Et surtout pour vos différents témoignages. Ça veut dire nous n'avons pas papé la machette dans l'eau, comme on le dit souvent, ou nous n'avons pas visé sur le caillou. On a choisi la bonne cible. Donc, c'est la bonne cible. Et on va procéder demain. Donc, demain, ce sera le 7e module, 7e et 8e module. Le 7e module qui va porter sur la place des parties prenantes et le 8e module sur la gouvernance et gestion des privilèges. Donc, on va se prendre à 8h30. Et dans ce 8e module, c'est vous qui allez intervenir, que chacun se prépare. Je pense qu'on va envoyer le support, soit cette nuit, soit demain matin tôt. Bon, on va envoyer le support aujourd'hui, bref. Que c'est qui envoie le support? D'ici une heure, envoie le support. Parce que c'est un support qui est vide. Donc, vous allez vous appliquer à remplir le blanc qui est dedans partout. Oui. La personne qui envoie le support, il faut lui dire, coach. Elle envoie le support dans le groupe aujourd'hui. Oui, le support du 8, pas du 7.
Le 7, vous l'aurez Ouais. demain quand on va commencer la session. Bon, Donc, j'attends le merci à tout support. le monde. Merci, Ok, monsieur donc l'ambassadeur. préparez-vous pour demain. On va vous envoyer le support, préparez-vous pour demain. Et chacun va montrer de quoi il est capable, bien évidemment. Ok. Oui, j'attends le support de 8. Oui? J'attends le support de 8. Ok. Ok, ça sera transmis dans le groupe. Merci, coach. Bon, passons tous une excellente soirée et à demain. Ok, D'accord. bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.